Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous étiez vraiment libre, votre vie aurait déjà changé. Le problème, c'est pas que vous n'êtes pas libre, le problème, c'est que vous l'êtes sous condition. Et pourtant, nous vivons dans une époque qui se dit libre. Il n'y a jamais eu autant de liberté de choix visible, jamais autant de possibilités affichées. On peut changer de travail, on peut changer de ville, changer de relation et même changer de vie sur le papier. Tout est possible. La liberté moderne est surtout une liberté compatible avec le système que nous avons intégré. Ce qu'on appelle liberté est souvent une adaptation très sophistiquée. C'est ce que j'observe très régulièrement, quel que soit le milieu. Ce ne sont pas des personnes qui manquent d'options, mais ce sont des personnes qui n'arrivent pas à changer ce qui compte vraiment pour elles. Elles comprennent, elles analysent, elles expliquent très bien ce qui ne va plus, mais au moment de décider autrement, quelque chose se fige. Alors on met ça sur le compte du courage, du manque de clarté ou du « c'est pas encore le bon moment ». Et si le problème était ailleurs en réalité? Et si la question de fond n'était pas « sommes-nous libres ?» mais plutôt dans quelles conditions cette liberté s'exerce réellement? Parce qu'en réalité, beaucoup de libertés aujourd'hui sont conditionnelles. On est libre tant qu'on reste cohérent avec notre rôle, libre tant qu'on ne déstabilise pas notre environnement, libre tant qu'on ne touche pas à certaines sécurités intérieures. Ce n'est pas une oppression, ce n'est pas une contrainte extérieure, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est exactement pour ça que ça passe inaperçu. Quelque chose nous empêche de changer, même quand tout semble possible. Je vous propose maintenant de regarder la liberté autrement. On va aborder le sujet sous un autre angle. Non pas comme un idéal, non pas comme un droit abstrait, mais comme une capacité profondément influencée par des conditions invisibles. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi, même dans un monde qui se dit libre, nous sommes parfois beaucoup moins libres que ce que nous pensons. Quand on parle de liberté aujourd'hui, on parle surtout de ce qui est visible. Les options, les possibilités, les alternatives apparentes. Plus il y a de choix visibles, plus on a l'impression d'être libre. Mais en réalité, cette équation, elle est trompeuse. Parce que la liberté ne se mesure pas au nombre d'options possibles, mais à la capacité réelle de les utiliser. Et c'est là que quelque chose coince. Ce que j'observe, c'est que beaucoup de décisions dites libres sont en réalité des décisions compatibles. Compatibles avec une image, compatibles avec une histoire personnelle, compatibles avec un rôle déjà installé. On ne choisit pas ce qui est juste, on choisit ce qui ne menace pas l'équilibre existant. Et ce mécanisme est tellement intégré qu'il ne se vit pas comme une contrainte, il se vit comme du bon sens, comme de la maturité, comme du réalisme. Quand on regarde les trajectoires sur la durée, on observe toujours la même chose. Beaucoup de mouvements de surface, mais très peu de transformations profondes en réalité. Nous ne sommes pas prisonniers, nous sommes conditionnés. Et c'est pour ça que la liberté moderne donne parfois cette impression étrange, celle de pouvoir tout faire sans changer ce qui compte vraiment. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder un premier facteur que l'on sous-estime systématiquement quand on parle de liberté. C'est ainsi qu'on va aborder le premier levier, le système nerveux, qui est la condition silencieuse de la liberté. Quand on parle de liberté, on parle presque toujours de volonté, de choix, de décision, de capacité à dire oui ou non. Mais on oublie un élément essentiel. La liberté n'est pas d'abord une question de volonté, c'est une question de sécurité intérieure. D'un point de vue neurobiologique, le cerveau n'est pas conçu pour explorer librement, mais pour prédire et éviter le danger. Ce que l'on sous-estime très largement,
C'est le rôle du système nerveux dans nos décisions les plus importantes. Le système nerveux, lui, en réalité, il n'a qu'une priorité, assurer la survie. Pas la liberté, pas l'épanouissement, pas la cohérence existentielle, la survie. Et quand cette sécurité est perçue comme fragile, le système ne choisit pas. Il évite, il anticipe et il se replie sur ce qu'il connaît déjà. C'est pour ça que très souvent, les décisions qu'on prend ne sont pas des décisions libres, mais des décisions rassurantes. Elles sont logiques, elles sont argumentées et elles sont défendables. Mais elles ne transforment rien, parce qu'elles sont prises depuis un système d'alerte. La plupart du temps, ce fonctionnement est mal interprété. On se dit « je manque de clarté, je ne sais pas vraiment ce que je veux, je ne suis pas encore prête ». Alors qu'en réalité, le problème, il n'est pas cognitif, il est physiologique. Le blocage ne vient pas du manque de volonté, ni d'un manque de compréhension. Il vient d'un corps qui ne se sent pas suffisamment en sécurité pour soutenir le changement. Le mental peut vouloir, la conscience peut comprendre, l'intention peut être claire, mais le corps perçoit une menace, même diffuse. Le changement devient donc biologiquement coûteux. Et ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme. Et tant que ce mécanisme n'est pas reconnu, la liberté reste conditionnelle. Quand la sécurité n'est pas perçue, les zones du cerveau associées à l'exploration et au choix se mettent en retrait. Un système nerveux qui ne se sent pas en sécurité ne peut pas soutenir un choix qui implique une perte, un changement de posture ou une sortie de rôle. Même si ce choix est juste, même s'il est mûrement réfléchi, vous êtes libre tant que votre décision ne menace pas votre équilibre intérieur actuel. Tant qu'elle ne remet pas en cause les repères qui vous ont permis de tenir jusqu'ici. Et c'est pour ça que comprendre ne suffit pas. C'est pour ça que vouloir ne suffit pas. C'est pour ça que tant de personnes restent bloquées, même après avoir fait un énorme travail sur elles. La liberté ne commence pas au moment où l'on voit clair. Elle commence quand le système intérieur peut contrôler l'inconfort du changement. Et donc pour ça, je vous suggère un petit exercice de repérage rapide. Avant une décision importante, posez-vous simplement cette petite question. Est-ce que ce choix m'ouvre vraiment ou est-ce qu'il me rassure? Si la réponse est floue, ce n'est pas un manque de lucidité, c'est un signal. Et tant que ce signal n'est pas entendu, la liberté restera conditionnelle. On pourrait s'arrêter là et se dire que tout se joue au niveau du corps. On pourrait croire qu'il suffirait de se sentir plus en sécurité pour que les choses changent. Mais c'est qu'une partie de l'équation en réalité. Parce qu'il existe un deuxième verrou beaucoup plus discret et souvent beaucoup plus puissant. Et ce verrou, ce n'est pas le corps, c'est l'identité. L'image que l'on a construite de soi, le rôle que l'on a appris à tenir, la cohérence que l'on maintient parfois depuis des années. Très souvent, ce que l'on appelle la résistance au changement, ce n'est pas un refus conscient, ce n'est pas un manque d'envie, ce n'est pas une opposition, c'est une fidélité. Une fidélité à la version de soi qui a permis jusque-là de survivre, de réussir, voire tout simplement de tenir dans cette situation. Et tant que changer implique de trahir cette identité-là, le système résiste. Pas par faiblesse, par cohérence.
C'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Comment l'identité peut devenir une cage élégante. Et pourquoi, même quand le corps est prêt, le changement reste difficile. Cette raison est moins visible. Elle ne se manifeste pas comme une peur, elle se manifeste comme une évidence. L'identité n'est pas seulement la façon dont on se définit, c'est l'ensemble des rôles qu'on a appris à tenir, les places qu'on occupe, les attentes auxquelles on répond, la cohérence que l'on maintient parfois depuis très longtemps. Et cette cohérence-là, elle a souvent été nécessaire. Elle a permis de réussir, d'arriver jusque-là, de rester fiable, de ne pas s'effondrer. C'est ici qu'on peut nommer ce que l'on appelle la résistance au changement. Non pas comme un refus, non pas comme un sabotage, et non pas comme un manque de motivation, mais comme un manque de fidélité à soi-même. Une fidélité à une version de soi-même, en réalité, qui a fonctionné pendant longtemps. Changer dans ces conditions, c'est pas simplement faire autre chose, c'est risquer de rompre avec une identité qui a structuré la vie entière. Et ce risque-là est pourtant rarement perçu comme tel. Il ne se formule pas très clairement et il se traduit autrement. Par exemple, on peut se dire « c'est pas raisonnable »,« c'est pas le moment »,« c'est pas vraiment moi ». Des phrases calmes, rationnelles, socialement acceptables, mais qui servent surtout à préserver une cohérence identitaire. C'est pour ça que la résistance au changement n'est pas un blocage émotionnel. C'est un mécanisme de protection d'une structure identitaire. Plus l'identité a été construite sur la fiabilité, la confiance, plus le changement devient coûteux, non pas extérieurement, mais intérieurement. On ne résiste pas parce qu'on ne veut pas changer, on résiste parce que changer menace l'image stable que l'on est devenu. Et cette résistance-là est d'autant plus forte qu'elle est élégante. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'oppose pas frontalement. Elle argumente, elle temporise et elle rationalise. C'est ce qui rend certaines trajectoires si difficiles à transformer. On peut être conscient, lucide, intelligent et pourtant rester bloqué. Non pas par manque de courage, mais par excès de cohérence. La question à ce stade n'est pas comment changer. La vraie question, elle est différente. Qu'est-ce que je confonds encore avec moi alors que ce n'est qu'un rôle que j'ai appris à tenir? Tant que l'identité est vécue comme qui je suis, le changement est vécu comme une menace. Mais dès qu'elle est reconnue comme ce que j'ai construit pour fonctionner, quelque chose se relâche. On ne détruit rien, on renie rien, on remet simplement l'identité à sa juste place, celle d'un outil et non pas d'une prison. Concrètement, il existe une manière très simple de commencer à desserrer la cage, sans rien casser. Je vous propose une micro-méthode concrète. Dans un premier temps, identifiez le rôle. Quel rôle suis-je en train de protéger ici? Responsable, fiable, fort, disponible, lucide, indispensable. Dans un second temps, créez une dissociation. Et si ce rôle n'était pas qui je suis, mais une fonction que j'occupe? Et enfin, testez une micro-décision non identitaire. Quelle décision je pourrais prendre si j'avais rien à prouver sur qui je suis? Pas une grande décision, une micro-déviation. C'est comme ça que la cage, progressivement, s'ouvre, jamais par effraction. Car tant que cette fidélité n'est pas regardée en face, la liberté reste conditionnelle. Quand la responsabilité devient une nouvelle condition, à ce stade, on pourrait croire
que le principal obstacle à la liberté est derrière nous. Que si l'on dessert la contrainte identitaire, le mouvement devient enfin possible. Et c'est vrai en partie, mais il reste quand même un dernier niveau sous-estimé, parce que même lorsque le corps commence à se réguler, même lorsque l'identité cesse d'être une prison, quelque chose peut encore empêcher le changement de se produire. Ce quelque chose n'est ni la peur, ni le manque de clarté, ni la résistance. C'est la responsabilité, telle qu'on l'exerce aujourd'hui. Celle qui consiste à tenir, à assurer, à ne pas faillir, celle qui nous engage et qui fait de nous des personnes fiables, mais parfois immobiles. À ce niveau-là, la liberté ne disparaît pas, elle devient conditionnelle à ce que l'on porte pour les autres, à ce que l'on maintient, à ce que on ne s'autorise pas à déplacer. C'est ce que je vous propose maintenant d'observer. Pourquoi plus on est responsable et plus la liberté intérieure se réduit. Et comment cette posture, qui est pourtant valorisée socialement, devient parfois le dernier verrou. La responsabilité sans liberté intérieure, c'est une forme de contrainte, souvent invisible et pourtant très puissante. Et le problème, ce n'est pas la responsabilité en elle-même. Le problème, c'est quand cette responsabilité devient une posture permanente. Quand elle n'est plus un rôle ponctuel, mais une identité implicite. Et à ce moment-là, la liberté ne disparaît pas, elle devient conditionnelle. Conditionnelle au fait de ne pas décevoir, de ne pas fragiliser, de ne pas lâcher ce qui tient encore. C'est pour ça que certaines personnes ne s'autorisent plus à changer. Non pas parce qu'elles ont peur pour elles, mais parce qu'elles savent que leur mouvement va impacter sur les autres. Elles portent, elles maintiennent, elles soutiennent, et à force de porter, elles ne savent plus où s'arrête la responsabilité et où commence l'enfermement. Et c'est ici qu'il y a une confusion majeure. On confond être responsable et ne plus s'autoriser de liberté intérieure. Comme si bouger était une faute, comme si desserrer quelque chose était une trahison. Or, une responsabilité exercée sans liberté intérieure finit toujours par produire la même chose. De l'enfermement, de la rigidité, de l'usure et surtout une perte de discernement. Parce qu'on agit alors pour maintenir, non plus pour choisir. Et c'est précisément là que le leadership intérieur ou en organisation se dégrade, pas par manque de valeur en réalité, mais par excès de charge. La vraie question ici, c'est pas comment être moins responsable. La vraie question, elle est différente. C'est comment exercer sa responsabilité sans qu'elle devienne une prison intérieure. La responsabilité n'est pas le problème. L'absence d'espace intérieur pour questionner cette responsabilité, oui, c'est le problème. Vous pouvez activer une micro-action pour commencer à engager le changement. Cessez de vous demander « est-ce que je peux me permettre de bouger ?» mais commencez à vous demander « qu'est-ce que je maintiens encore alors que ce n'est plus juste, mais seulement stable ?» À partir de là, la responsabilité change de nature. Elle ne sert plus à tenir à tout prix. Elle sert à ajuster. On passe d'une responsabilité de conservation à une responsabilité de discernement. Et ça change tout.
Je vous propose un mini protocole praticable immédiatement. Commencez par identifier la charge. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui qui ne m'appartient plus entièrement? Deuxième étape, distinguer l'impact et la culpabilité. Demandez-vous, si je bouge légèrement ici, est-ce que je détruis quelque chose ou est-ce que je cesse simplement de surcompenser? Et enfin, autoriser une micro-liberté responsable. Quelle décision puis-je prendre qui respecte les autres, dans laquelle je ne suis pas annulée moi-même? Pas une rupture, pas un lâcher-prise, pas une réallocation de quelque chose. Et c'est comme ça que la responsabilité cesse d'enfermer. Vous ne fuyez pas, vous la rendez consciente. La liberté ne dépend pas du niveau de responsabilité qu'on porte. Elle dépend du niveau de conscience avec lequel on l'exerce. On peut être très responsable et profondément contraint intérieurement. On peut être aussi responsable au sens juste sans se sacrifier en permanence. La différence ne se joue pas dans ce que l'on fait pour les autres, elle se joue dans la capacité à rester responsable de soi, responsable de ses limites, responsable de ce qui est juste et de ce qui ne l'est plus. À partir de là, la responsabilité cesse d'être une charge silencieuse. Elle devient un choix conscient. Et c'est à cet endroit précis que la liberté réapparaît. Pas comme un droit ni comme un privilège, mais comme une cohérence intérieure retrouvée. C'est ça la liberté. Quand la responsabilité est consciente, elle cesse d'enfermer. Si on prend un instant pour regarder tout ce que nous avons traversé, on voit que la liberté n'est pas bloquée à un seul endroit. Elle est conditionnée à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, au niveau du corps, dans un second temps, au niveau de l'identité et enfin, au niveau de la responsabilité. Donc en réalité, ce que ça montre, c'est pas qu'on manque de liberté, c'est que notre liberté est souvent conditionnelle. Conditionnelle à la sécurité intérieure du corps, conditionnelle à la cohérence identitaire et conditionnelle à la manière dont nous exerçons notre responsabilité. Et tant que ces conditions restent invisibles, on croit choisir alors qu'on s'adapte. On croit décider alors qu'on maintient quelque chose d'inconscient. La liberté, c'est une capacité intérieure qui se cultive. La liberté ne commence pas quand on change sa vie, elle commence quand on change la manière dont on se tient à l'intérieur de soi. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner, la partager, laisser un like et surtout, dites-moi en commentaire quel conditionnement intérieur vous avez le plus reconnu en vous. Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine étape de transformation. Bye bye!